Table, chaises, tabourets, bibliothèque. Grâce au LEM, vous pouvez assembler votre meuble tel que vous le souhaitez. Le LEM, c'est un module à taille unique, 100% recyclable, qui s'assemble à volonté, tel un Lego. C'est un concept en apparence assez simple que l'on doit à une toute jeune entreprise herbretaise. Et ses dirigeants sont là aujourd'hui pour nous raconter leur aventure. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la grande émission ce mercredi avec nos chroniqueurs Michel Juchereau et Frédéric Boidron. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ça va bien ? Ça va. Bon, on va parler de quoi aujourd'hui, Michel ? De rythme biologique, plus précisément de rythme circadien. Je vous en dirai un petit peu plus. De rythme, pardon ? Circadien. Circadien. Jour et nuit. Tous les circadiens et tous les circadiennes. Oui, voilà, tous les circadiens. Très bien. Et de savoir effectivement, l'heure de coucher, on en parlera notamment. L'heure de coucher et l'heure de lever, puisque tout dépend de ça. D'accord. Beaucoup d'idées reçues qui vont tomber aujourd'hui avec vous, je sais. Frédéric. Et nous allons parler d'une nouvelle forme de tourisme qui va prendre de l'ampleur dans les années à venir, et également d'un robot dansant qui, je pense, va faire fureur à Noël. Ah, d'accord. Très bien. On va parler alors de nouvelles technologies, d'innovation aussi beaucoup dans cette émission avec nos invités aujourd'hui. Marie Cognier-Grimpré, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec Emmanuel donc Cognier, cofondateur de l'entreprise Fabulem. Et puis à vos côtés, Maxence Boisseau, je ne me suis pas trompé là. Non, c'est très bien. Qui est designer et qui a donc conçu ce fameux LEM qu'on découvrira tout à l'heure. Donc ce concept qui est effectivement, je le disais, en apparence assez simple. Vous avez créé votre entreprise cette année, hein, c'est tout récent. En avril dernier. En avril dernier. On a commencé la Vous êtes tous originaires de Vendée, au départ ? Boisseau, c'est vendéen, ça ? Oui, mais je suis originaire de la Mayenne. La Mayenne. Et je suis implanté sur Nantes. Sur Nantes, ouais. Et Marie et Emmanuel ? Mes parents sont originaires de Vendée. De Vendée, ouais. Du Bocage aussi ? Non, plutôt Luçon, Mareuil-sur-Lay. Luçon-Mareuil, voilà. Et vous, Emmanuel ? Moi, toute ma famille est auvergnate, mais j'ai vécu la plus grande partie de ma vie jusqu'à présent en région parisienne. En région parisienne. Je suis un immigré en fait ici. Ah d'accord, ok. Bon, on vous accepte quand même. Hein. Merci. Donc, à l'origine de cette entreprise, de cette idée, en tout cas de ce concept, c'est vous d'abord, Emmanuel. Donc vous êtes, on est dans le milieu des années 2000, vous travaillez à Paris, c'est ça ? C'est ça, en fait, je suis dans un cabinet d'audit, voilà, donc je fais du commissariat aux comptes, c'est à la drôle. Défense. Donc ouais, je suis dans l'humour. Ouais, dans l'humour, ouais. Décalage, donc voilà, un métier assez très intéressant, mais effectivement très sérieux, puisque quand même on parle de choses importantes et sérieuses qui engagent les entreprises. Ouais. Et à ce moment-là, peut-être aussi par ce besoin de trouver quelque chose d'un peu plus fun, naît l'idée de m'intéresser au secteur du meuble et puis d'inventer une chose qui n'existe pas. Pourquoi le meuble alors ? Voilà. Alors pourquoi le meuble ? Moi j'ai une formation d'ingénieur à la base. D'accord. Et je crois qu'avec Marie, c'est une passion qu'on a en commun. On aime les beaux objets, on aime l'art contemporain, et donc du coup, tout ce qui, le design finalement, c'est une déclinaison. D'accord, la passion elle est là au départ. Exactement, c'est né comme ça. Et alors l'idée, elle germe quand là, quand vous êtes encore en poste donc à Paris ? Donc voilà, ça faut pas le dire. Hein. Ça reste entre nous, mais effectivement. Ça sent vous êtes parti maintenant. On est en 2006 et l'idée germe à ce moment-là. Et puis, il se trouvait que Marie, pour des raisons professionnelles, elle travaillait déjà en Vendée. D'accord. Et vous étiez mariés, donc... Non, pas encore, mais elle était loin. On n'avait pas sonné le temps. Par amour, j'ai décidé de plaquer ma vie à Paris, alors que j'avais quand même une belle situation. Je veux dire, ma mère m'en a un peu voulu sur le moment. Et puis, enfin, quand elle a vu Marie, elle était restaurée. Oui, enfin, il lui a fait un peu de temps quand même. Il a fallu un peu de temps. Non, je plaisante. Non, ça c'est super bien passé. Donc voilà, j'ai pris mes valises et j'ai débarqué en Vendée. D'accord. En ayant quand même l'idée en tête de ce LEM, quoi. Voilà. Alors j'avais quelques mois devant moi. Je m'étais fixé quelques mois pour faire ce que j'avais envie de faire. D'accord. Donc voilà, c'est déjà ça. Il n'y a pas l'envie d'entreprendre déjà au départ, de se mettre à son compte. Complètement. Oui, enfin d'entreprendre au sens large. Clairement. Ouais. Donc vous avez tout quitté pour ça, parce que le concept, il n'est pas né tout de suite ensuite. Il y a eu pas mal de tests. Voilà, donc moi j'ai pris quelques mois pour vraiment être à temps plein dessus, mais c'était vraiment un travail, je dirais, de veille, où je rencontre des fabricants,
où je rencontre des distributeurs, où j'essaie de lire un maximum de bouquins qui parlent de design pour prendre le plus de hauteur possible et essayer de voir si c'est pertinent ou pas de créer un meuble modulaire, et si c'est pertinent, oui, mais comment. Donc vous pensez au meuble modulaire dès le départ quand même. Voilà, dès le départ, parce qu'en fait c'est une sorte de défi un peu comme un casse-tête. Moi j'aime bien les casse-têtes, et c'est un exercice de style qui est assez courant en école de design, de créer des meubles modulaires. D'accord. Et on se rend compte qu'en fait, dès qu'on cherche à faire de la modularité, mais au sein de différentes familles de meubles, c'est-à-dire faire une étagère modulaire, ça c'est encore, on y arrive, ça existe. Mais un meuble entier, c'est plus compliqué. Alors un meuble entier, et puis un meuble qu'on démonte pour en faire ensuite une table basse, qu'on démonte pour en faire un tabouret. Là, ça devient plus compliqué parce qu'en fait, vous sollicitez les éléments de différentes manières. Donc vous passez combien de temps à rencontrer comme ça des distributeurs? Ça dure 4-5 mois. 4-5 ans, d'accord. Voilà. Et puis après... Il existe déjà des choses dans le modulaire à cette époque-là? Oui, il existe beaucoup de choses. En fait, d'ailleurs, souvent on nous dit vous faites du Lego, vous faites des Lego pour les grands, vous faites... Voilà. Et c'est vrai qu'il existe d'ailleurs un mobilier qui a la forme de Lego. On en a fait une homothétie, on a fait un agrandissement. D'accord. Et il existe donc des Lego pour adultes qui servent de mobilier. D'accord. Alors moi je trouve ces meubles d'ailleurs très beaux, mais pas complètement fonctionnels. Donc voilà, l'idée aussi, et je pense que Maxence pourra très bien en parler, c'est là où on a eu besoin d'un designer, c'est qu'en fait il faut que vous fassiez quelque chose de beau, qui fonctionne, qui soit fonctionnel. Voilà, il y a tout un tas de contraintes. Donc vous déposez un brevet il y a 5 ans, en 2007. Vous le déposez à partir de quoi? Il y a quoi dans ce brevet? En fait, c'est sur système d'assemblage. Alors là-dessus, oui, on peut le montrer. J'ai une petite histoire qui est assez rigolote, c'est que quand je suis allé voir le cabinet de propriété industrielle pour dire j'ai une idée géniale, j'ai un super brevet, donc c'est en fait fixer différents éléments à partir de 4 points d'ancrage qu'on voit ici, qui sont disposés comme ça. Et donc en fait on a une partie mâle et une partie femelle. Donc j'arrive avec ma pièce, ça ressemblait pas du tout à ça à l'époque. Et la conseillère me dit oula, un système d'assemblage, vous savez, mon brave monsieur, tout a déjà été breveté depuis des années. Et puis en fait elle m'a rappelé super contente quelques semaines plus tard, et à sa grande surprise, il n'y avait pas grand chose. Ça n'existait pas. Voilà, le principe de ces 4 points comme ça n'existait pas. Alors c'est pas forcément évident sur le plateau d'expliquer tout l'intérêt de ces 4 points, mais en fait, pour faire très simple, vous prenez plusieurs briques comme celle-là, ce que nous on appelle lemme, fabulem, lemme. Je pense que pour le coup c'est Marie là qui pourra expliquer. On verra tout à l'heure l'assemblage, on verra ça en vidéo. Marie, vous à l'époque, vous dirigez une entreprise aussi? Oui. Je suis dans l'automobile, donc ça. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. D'accord. Dans la distribution automobile précisément. Et moi je suis les pérégrinations d'Emmanuel de très près, parce que là maintenant on est quasiment mariés, donc. Et je suis de loin loin, je soutiens, on avance ensemble jusqu'au moment où moi je décide de lâcher votre job pour créer l'entreprise familiale. Il se passe beaucoup de choses pendant 5 ans, on va en parler après, parce que évidemment après il y a l'arrivée de Maxence pour mettre tout ça en forme. On va continuer à parler de technologie maintenant. Avec une forme effectivement de tourisme. Tourisme un peu, on va dire un peu modernisé. Pour s'envoyer en l'air. Voilà. Mais là déjà toute l'idée est donnée. Parce que j'avais justement posé la question, à votre avis, quelle pouvait être cette nouvelle forme de tourisme qui aujourd'hui faisait. Alors, le billet est à entre 20 et 35 millions de dollars. Ah, ouais, d'accord. Et celui-ci va passer à 200 000 dollars dans les semaines à venir. Voilà. Ah, ça baisse si vite que ça? Oui, et donc. Quelle est donc cette forme de tourisme? En fait, c'est le tourisme spatial. Voilà, qu'on en parle depuis des années. Les gens attendent ça avec impatience. Moi le premier. Vous avez 200 000 dollars? Non. Mais ça va baisser. C'est vu la vitesse à laquelle ça baisse. Mais donc jusque là, en fait, donc ça existe depuis 2001 le tourisme spatial, avec Dennis Tito, donc un industriel américain qui est allé donc dans l'espace pour la première fois en tant que touriste. Donc il est allé sur la station spatiale internationale pendant une semaine. Une semaine quand même. Donc il a payé cher quand même. Donc lui à l'époque c'était 20 millions de dollars. Et donc ces coûts-là vont énormément baisser, puisque là on va commencer à aller vers ce qu'on appelle, on va appeler ça le tourisme spatial de masse. D'accord. Avec l'arrivée du premier astroport grand public. Astroport. Voilà, qui s'appelle Spaceport America, et donc qui a été fondé par la société Virgin. Ah oui, de Richard Branson. Voilà, exactement. Donc sous le nom Virgin Galactic.
Et donc c'est une nouvelle société qui va vraiment lancer donc le tourisme spatial grand public. Enfin, grand public. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir s'envoyer en l'air pour $200 000. Et à combien de mètres du sol? Alors, à 100 km, donc c'est pas encore l'espace, on est juste à la frontière, en fait, c'est ce qu'on appelle le saut de puce, mais ça permet quand même sur 2-3 heures de voler et de réatterrir. D'accord, mais 100 km, c'est pas l'espace encore. Quoi, alors, c'est pas exactement l'espace, c'est vraiment à la frontière. On voit les images d'Astroport, ça existe, voilà, c'est pas une maquette. Donc il est réel. Il a été inauguré donc il y a maintenant quelques semaines et il s'apprête à faire son premier vol inaugural donc pour des touristes avec le White Knight 2 donc dans quelques semaines. Voilà. Alors donc en fait ça se présente sous la forme de deux avions. Qui sont reliés en fait avec une seule aile. D'accord. Et par-dessous l'aile centrale, en fait, il y a on va dire un troisième cockpit qui est en fait une petite navette spatiale. D'accord. Et donc l'avion décolle et arrivé juste aux frontières en fait où on peut pas aller plus loin. Donc il y a la petite base la petite navette qui décolle et qui part en fait en direction. Et tout le reste est récupéré. Tout est récupéré, absolument tout est récupérable. D'accord. Et voilà, au bout de 2-3 heures, une fois qu'il a fait son petit chemin, en plus il y a toute la pesanteur et tout, on y a droit. Et ça dure combien de temps le vol? Ça 2-3 heures en tout. 2-3 heures. Et puis donc après, on redescend comme un avion, on vient se poser tranquillement. Et donc ça, c'est les premières bases. Et il faut savoir que donc on sait déjà que ça va être un marché énorme dans les années à venir, parce que n'importe qui. Mais ça ne peut pas aller plus loin que 100 km. Alors, ils y pensent déjà, quoi. Pour l'instant, mais ça va. Après, il y a la Lune, quoi. Ben voilà, exactement. Ouais. Et donc Richard Branson a même annoncé qu'ils allaient commencer à travailler donc sur des petits vaisseaux spatials qui partiront donc en direction de la Lune. Alors, dans un premier temps, ils vont pas se poser, ils vont juste faire le tour et revenir. Donc, il faut compter presque une semaine de voyage. Et voilà, et se Mars. Poser et Mars dans les airs. Alors ça, je dirais que se poser, c'est pas avant 15-20 ans. Et aller sur Mars, c'est pas avant une trentaine d'années en tant que. Et les prix grand public, pour nous, simplement. Voilà, d'ici une trentaine d'années, je pense qu'on va pouvoir aller aux frontières de l'espace, voire peut-être même en orbite, à des prix relativement corrects. D'ici une trentaine d'années. Donc on voit, c'est une maquette, c'est une animation 3D. Une vidéo en 3D. Alors il y a déjà eu des vols réels qui ont été faits avec, je crois que c'est de façon automatique. Et les premiers vols réels avec du monde dedans. Donc c'est d'ici quelques semaines. D'ici quelques semaines. Il y a déjà des gens qui ont réservé, qui ont payé. Voilà, il y a déjà 500 personnes qui ont réservé sur leur billet. Donc le marché est là. Ah oui, quand même. Et alors après, si on va sur la Lune, il va falloir construire des hôtels. Alors, sur la Lune, sûrement, mais déjà très vite, en fait, il y a donc des hôtels dans l'espace. Donc là, on voit un hôtel russe de Orbital Technologies, et il y a un autre hôtel de Bigelow qui va arriver. Donc ça, c'est des hôtels qui vont être construits dans les 5 prochaines années. Ils seront en orbite dans 5 ans. Voilà, dans moins de 5 ans. Même les Russes espèrent dans 2-3 ans. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et donc le but, c'est des petites stations spatiales, beaucoup plus petites que la station spatiale internationale, bien sûr, mais qui pourront loger 3-4 personnes pendant une nuit, 2 nuits. Ça vous tente? Non. Non, c'est vrai, pas du tout. Non. Je vais attendre de voir les premiers. C'est ça. Parce que on est ensemble. Bien, merci. La suite tout à l'heure. On va parler des rythmes maintenant pour les enfants. On va peut-être les envoyer sur la Lune pour s'en débarrasser à un moment donné, si nous un peu trop. Alors les rythmes biologiques. On va d'abord faire un peu on va dire une tête de chapitre sur un peu les rythmes un peu théoriques avant d'expliquer quelques concepts. La théorie, c'est que l'homme humain est une pendule, c'est-à-dire avec un certain nombre de rythmes, de périodes variables. Il y a des rythmes très courts, il y a des rythmes mensuels, des rythmes hebdomadaires, et il y a des rythmes journaliers, c'est-à-dire que tous les jours, on repasse par la même série de phénomènes, de phases. D'accord. Les rythmes circadiens sont les rythmes les plus qu'on a le plus devant le nez, et c'est ceux-là qui sont, du fait de leur période, qui sont souvent les plus malmenés, puisque les rythmes circadiens, c'est veille, sommeil, veille, sommeil, veille, sommeil. D'accord. Et on est dans un monde où les jours sont de durée variable dans l'année, d'une part, et d'autre part, la vie moderne fait que
on dépasse un petit peu, on n'obéit pas toujours au rythme soleil, nuit, soleil, nuit. Soleil. Mais le rythme, il est important pour l'homme. Le rythme est absolument important. Ça fait partie des équilibres. Ouais. Et on le sait très bien puisque on voit des pathologies survenir lorsqu'on ne respecte pas, on joue trop avec les rythmes biologiques. On connaît l'histoire des 3-8 qui usent les gens qui y sont soumis, ou plus bêtement les décalages horaires des voyages dont nous parle Fred, qui sont générateurs pour le minimum de fatigue. D'accord. Donc nos enfants sont soumis au même rythme, bien entendu. Plus que nous encore, ils sont plus sensibles. Non, mais c'est pas les mêmes rythmes. C'est pas tout à fait les mêmes rythmes, puisque les rythmes évoluent avec l'âge. On sait très bien qu'un bébé, il a un rythme avec une alternance de 5 repas, 5 sommeils, ce que ne font plus les adultes après. D'accord. Et puis ça varie aussi un petit peu avec les cultures, puisqu'il y a des gens il y a des pays où il y a un rythme de sommeil de jour, la sieste, qui est à peu près banni de notre économie à nous. Il y a dans nos régions assez peu de personnes qui s'autorisent une vraie sieste, c'est-à-dire un cycle de sommeil l'après-midi. Ouais. Alors, les conseils qu'on peut donner, d'abord, ça se décompose comment, alors, le sommeil? Alors, le plus simple, c'est de parler du rythme de nuit. C'est de là qu'on va partir. La nuit, le sommeil n'est pas d'une seule traite. Le sommeil est fait d'une série de boîtes ou de briques, chaque boîte durant à peu près 1h30. Entre chaque boîte, un mini réveil que les parents connaissent bien, puisqu'ils disent quand les enfants dorment mal, ils nous réveillent toutes les 1h30. Ce qui est normal, c'est normal, ils appellent tous les 1h30. Ce qu'il y a, c'est que les parents sont pas forcément dans le même rythme, donc ça les réveille. Voilà. Dans chaque boîte, alors, pour faire simple, dans chaque boîte, 3 différents sommeils, un endormissement, un sommeil profond, sommeil de bûche. Qui est réparateur, lui. Qui est réparateur de la fatigue physique, puis un sommeil très bizarre dont que je pourrais pas qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est la phase de rêve, qui est la phase de récupération de la fatigue psychique et la phase où on met en mémoire ce qu'on a essayé de nous inculquer la veille. D'accord. Bon, c'est clair. 5 petites boîtes ou 6 petites boîtes avec chacun le sommeil, et dans les boîtes du matin, davantage de sommeil paradoxal. D'accord. Bon. Et le sommeil paradoxal, c'est capital? Le sommeil paradoxal, c'est essentiel. Ouais. C'est sans doute la partie la plus bénéfique de notre sommeil. Et ça, c'est surtout en fin de nuit, donc? Alors, c'est surtout en fin de nuit, si bien que lorsque un enfant le matin doit être réveillé pour aller à l'école, on va l'amputer d'un quart d'heure ou de 20 minutes de son sommeil paradoxal. Parce qu'en fait, c'est en fin de nuit qu'il mémorise tout ce qu'il a appris la veille. Et d'accord. Donc, le réveiller tous les matins de force pour aller à l'école, c'est le priver chaque matin d'un peu de rêve, mais ça, bon. D'accord. Mais surtout de récupération psychique, et les enfants ont besoin quand même de digérer tout ce qu'on leur fait subir dans la journée, et de mémorisation. On va interdire le réveil. Bon, on verra tout à l'heure, justement, vous nous direz comment on fait, parce que dans ce cas-là, on n'envoie pas l'école. Mais vous avez sûrement une bonne technique. Bien, on en parlera dans un instant, ce sera dans la deuxième partie de la grande émission, avec également Frédéric, qui nous parlera de... Alors, justement, de robots dansants, donc en fait, vous allez voir, c'est tout mignon, c'est tout trognon. Et ça sera un des best-sellers de Noël. J'en suis certain. Très bien, puis on verra comment concevoir un meuble comme on l'aime. À tout de suite.